L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité ivoirienne et internationale dans cette édition. Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. La Côte d'Ivoire engagée pour la lutte contre le paludisme. Le pays vient de mettre une technique révolutionnaire au point. Les larves de moustiques sont désormais pulvérisées grâce à des drones. En Afrique, la mécanisation de l'agriculture est désormais une réalité au Congo. Une usine d'assemblage d'engins agricoles vient d'être lancée officiellement. Et puis, nous irons au Kenya à la découverte de personnes ayant une curieuse détermination. Celles-ci se privent en effet d'eau et de nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. Cette démarche vise en effet pour elles à rencontrer Jésus-Christ. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Miracle TV+, pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite par la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien engagé dans la lutte contre le paludisme désormais. Les drones sont utilisés pour pulvériser les larves de moustiques. Le constat tout de suite dans ce reportage. Malgré son taux de décès qui a considérablement baissé pour atteindre un taux de 4,4 décès pour 1000 habitants, le paludisme continue d'être un des principaux motifs de consultation hospitalière en Côte d'Ivoire. Cette maladie, provoquée par le plasmodium, parasite transmis à l'homme par l'anophèle, se reproduit généralement dans les eaux stagnantes. La lutte anti-larvaire est une stratégie qui vient renforcer la lutte antivectorielle initiée par le gouvernement ivoirien depuis 2016. Ce nouveau projet a pour objet de tuer le vecteur dans son lieu de reproduction, comme vous voyez ici les rizières et les flaques d'eau. Mise en œuvre depuis 2022, la lutte anti-larvaire s'opère à l'aide de moyens innovants comme les drones, utilisés pour la cartographie des gîtes traités, mais également pour l'épandage rapide des larvicides sur de larges superficies et dans les gîtes larvaires difficiles d'accès. Une fois la cartographie effectuée, une étude est menée sur les sites potentiels pour identifier la nature des larves. Les gîtes retenus sont ensuite traités avec des larvicides de façon mécanique ou en utilisant des drones. Cette phase est soutenue par une sensibilisation des ménages qui doivent désormais savoir repérer les maternités de moustiques dans leur environnement et les détruire. La dernière étape consiste à mesurer l'impact de l'intervention par une post-évaluation. Cette activité sera menée pour cette année 2023 dans les districts sanitaires d'Agboville, de Tiasalé, de Mans, de Biankouma, de Touba et de Koro. Dans ces localités, la phase d'évaluation a débuté le 10 avril dernier. Ici, nous sommes venus faire des prélèvements pour la recherche des larves. On regarde dans l'eau, on trouve les larves, on les ramasse et on les envoie au labo pour les analyses. Pour pouvoir maintenir les acquis de la lutte anti-larvaire, les communautés bénéficiaires sont appelées à adopter les principales mesures de prévention qui consistent à dormir sous des moustiquaires imprégnés et à prendre soin de leur environnement par l'élimination de tout ce qui peut servir de lieu de reproduction des moustiques. Les autorités ivoiriennes engagées sur le front sanitaire, mais aussi dans le financement des projets jeunes, afin de permettre à ceux-ci d'être autonomes d'ici à l'horizon 2025. La commune d'Abobo est en tête de cette initiative. 94 jeunes ont reçu des chèques d'une valeur minimum de 120 000 francs CFA. À Bobo, 94 jeunes reçoivent un appui financier de 120 000 francs CFA pour la réalisation de leurs projets respectifs. Ils sont issus du programme TIMO, un programme d'une durée de 6 mois organisé par l'agence Emploi Jeunes et destiné aux personnes âgées de 18 à 40 ans. Ces 100 jeunes, pendant 6 mois, étaient au service de la collectivité. La plateforme de service, l'agence Emploi Jeunes, on se charge de leur formation en entrepreneuriat pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Je suis informaticien, j'ai un petit coin de traitement de tests. Donc avec ces 120 000 francs, ça va me permettre d'augmenter mon capital. Anderson Assui, représentant la tutelle, et le maire d'Abobo Kandia Kamara exhortent les jeunes à soumettre leurs différents projets à l'agence Emploi Jeunes et à gérer efficacement les ressources mises à leur disposition. Donc chers jeunes bénéficiaires de ces programmes, aujourd'hui, ce programme de TIMO aujourd'hui, vous devez être des modèles. Faire en sorte que les jeunes soient encouragés, qu'ils veuillent participer à nos différents dispositifs. Ce que nous demandons à la jeunesse d'Abobo, de participer à tous ces programmes-là. Programmes de formation, parce qu'on est plus efficace quand on est bien formé.
Je voudrais aussi que tous les jeunes d'Abobo qui n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils ont envie de faire, je leur demande de se rapprocher de la plateforme de service ou alors d'aller à l'agence emploi jeune. Ce que je demande à la jeunesse d'Abobo, c'est d'être une jeunesse qui est consciente de sa place et de son rôle, non seulement à Bobo ici, mais dans la société ivoirienne. Oui, le président et le gouvernement créent les conditions pour votre épanouissement. Dans la commune d'Abobo, les perspectives d'investissement dans les projets pour l'année 2023 concernent 11 730 bénéficiaires, montant plus de 3 milliards de francs CFA, selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Et parlons une fois encore de chiffres, cette fois-ci à l'échelle continentale. Le Cameroun vient de débloquer la bagatelle 200 milliards de francs CFA pour permettre à ces PME d'avoir accès au crédit dans plusieurs établissements financiers. Le Cameroun veut compter sur sa diaspora pour relever les investissements et stimuler la croissance économique du continent. Lors d'échanges avec les entrepreneurs et investisseurs camerounais le 18 avril 2023 en France, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilekine III, a présenté les opportunités et secteurs prioritaires d'investissement de son pays, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'accès au crédit, l'une des difficultés éprouvées dans le secteur des PME. L'intérêt donc de notre participation, c'était d'abord de pouvoir indiquer quels sont les secteurs prioritaires. Au-delà de tous les investisseurs que nous avons rencontrés dans le cadre du CIAN, le forum économique, c'était également de porter en fait ces messages à notre diaspora et à ceux que nous avons rencontrés justement lors du CIAN pour venir le lendemain à ce forum économique du Cameroun pour leur présenter justement toutes ces opportunités en termes d'investissement et de ce que nous avons, le gouvernement, mis en place sous le leadership du Premier ministre du gouvernement, en application de la vision du chef de l'État, ces pistes utiles aujourd'hui pour accélérer la croissance économique de notre pays. Malgré son rang de première économie de la CEMAC, le Cameroun affiche une faible survie du tissu entrepreneurial. D'après un rapport du Centre d'analyse et de recherche sur la politique économique et sociale, plus de 70% des entreprises créées de 2010 à 2015 n'avaient pas survécu au mois de mai 2016. L'une des principales raisons évoquées étant l'absence d'assistance. Selon l'Institut national de la statistique, INS, le taux global de cessation d'activité se chiffre à près de 36%. Le gouvernement camerounais multiplie désormais les initiatives pour soutenir le développement des entreprises. Nous avons mis sur pied, pour ce qui est de la loi des finances 2023, des dispositifs incitatifs avec une série d'exonérations pour les primo-investisseurs, pour ceux-là qui en fait sont déjà en activité mais qui veulent changer d'échelle, qui veulent passer par exemple de la de la TPE à la PME. C'est 160 milliards de francs en termes de facilitation qui sont offertes. Donc c'est vous dire combien aujourd'hui nous sommes portés à accompagner et à réaliser effectivement tous ces projets. Au Cameroun, les PME génèrent à elles seules 35% du PIB et pourvoient 70% des emplois du pays. Des données non négligeables que les autorités veulent revoir à la hausse pour stimuler la croissance du pays d'Afrique centrale. Toujours dans l'actualité africaine, le Congo s'invite au rendez-vous de la mécanisation agricole. Le pays vient de lancer une usine d'assemblage d'engins agricoles. Le constat sur ces images. De cette usine seront montés 10 tracteurs agricoles par jour, 250 par mois et 3000 machines l'année d'après les estimations des responsables du géant chinois Ito China Africa Machinery. Grâce au démarrage des activités de cette société, la mécanisation de l'agriculture en République du Congo pourrait connaître sa vitesse de croisière. Le Congo va en tirer des dividendes ou des profits en boostant son agriculture parce que vous savez très bien qu'on est engagé au Congo dans un programme de mécanisation de l'agriculture et donc ces tracteurs pourront certainement apporter une plus-value à l'offre, n'est-ce pas, d'engagement qui a été pris par les autorités congolaises de booster l'agriculture. Mais aussi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, en Afrique centrale, il n'y a pas une usine de montage des tracteurs. Le gouvernement congolais a réceptionné cette usine de montage des tracteurs agricoles le 6 avril 2023 dans la zone industrielle de Maluku qu'elle n'arrive pas à lancer. La crainte de voir ce projet échouer n'est pas à exclure. Toutefois, le modèle de financement et de fonctionnement pourrait faire la différence. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique
donne les financements, travaille en joint venture financière avec le FIGA pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre à la disposition des incubateurs les tracteurs qui sortent tout droit de cette société. Et donc, pour moi, il y a donc déjà là une véritable ouverture qui se crée pour éventuellement soutenir les incubateurs. Si l'usine de montage des tracteurs agricoles connaît un succès espéré, celle-ci permettrait au Congo de couvrir le marché de la sous-région Afrique centrale. Notons que la création de la société Eco-Camako, chargée de piloter ce projet, avait eu lieu en septembre 2019, en marge du Forum Investir en Afrique. La crise sanitaire de la Covid-19 est la principale cause du retard observé. Le combat pour la préservation de l'environnement est une priorité au Brésil à l'occasion de la Journée de la Terre. Le Jardin botanique de Rio a fait montre de ses potentialités en termes d'arbres géants. Le constat tout de suite sur ces images. À l'occasion de la Journée de la Terre, le Jardin botanique de Rio au Brésil met en lumière son parcours d'arbres géants mis en place pour sensibiliser les populations à leur environnement. Ces arbres sont menacés et les botanistes souhaitent que tous participent collectivement à l'effort de préservation des forêts uniques du pays, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Amazonie. Ce parcours présente une avenue bordée de palmiers impériaux. Selon la couleur, plus elle est jaune, plus l'arbre est haut. Vous pouvez voir la couleur jaune beaucoup plus intensément ici, qui est précisément l'emplacement de l'arbre le plus haut du jardin botanique, mesurant près de 50 mètres. Le jardin botanique de Rio a été créé en 1808. L'année suivante, le prince régent portugais João Bragança, qui vivait alors au Brésil, a planté le premier palmier impérial. Tous les palmiers impériaux qui bordent les principales avenues du jardin en sont des descendants. Une fois arrivé au pied de l'arbre, il est difficile de voir car la canopée de la forêt obstrue la cime de l'arbre. On ne voit pas. Les branches de l'angélime et du sumoma commencent à se ramifier au-dessus de la canopée normale de la forêt. Aujourd'hui, le Jardin botanique de Rio est une institution de recherche qui vise à étudier et à préserver les espèces végétales locales. Ouvert au public depuis sa création, il promeut des visites thématiques disponibles sur des cartes détaillées et sur son application. Il a reçu environ 400 000 visiteurs en 2022. L'actualité internationale à présent, et on parle une fois encore du phénomène migratoire. Ils sont 29 à être débarqués sur les côtes siciliennes en provenance du continent africain et beaucoup d'autres pays en proie à la misère et aux guerres civiles. 29 jeunes ont été pris en charge par l'ONG Ocean Viking. Les débarquements de migrants se poursuivent en Italie. Ce week-end, 29 rescapés sont arrivés au port de Bari, dans le sud du pays, à bord du navire Ocean Viking. 69 autres personnes atteindront le port de Ravenne à bord du navire Humanity One mardi. Les migrants, secourus alors que leur petite embarcation coulait au large de Malte, viennent en majorité du Bangladesh et du Soudan. 2 d'entre eux sont mineurs et fuient les combats qui font rage dans le pays depuis une semaine. Leur voyage a duré 7 jours, dont les 2 derniers à bord de l'Ocean Viking. Samedi soir, 90 migrants ont atteint le port de Rochella Ionica en Calabre à bord d'un patrouilleur des gardes-côtes italiens. Plus de 35 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année, 4 fois plus qu'à la même période il y a 2 ans. Face à cet afflux, Rome a décrété l'état d'urgence. Il durera environ 6 mois et fournira 5 millions d'euros aux régions confrontées à la crise. Je vous invite à présent à aller à la rencontre de personnes ayant une curieuse détermination, des jeunes du Kenya appartenant à une secte. Ceux-ci se privent de nourriture et d'eau jusqu'à ce que mort s'en suive. La démarche, selon eux, vise à rencontrer Jésus-Christ. La police kenyane a exhumé 26 nouveaux corps dans la forêt de Shakahola, dans l'est du pays. Les victimes sont des fidèles d'une secte dont le chef leur aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus. D'autres adeptes de la secte seraient encore en train de jeûner dans la forêt. This clearly shows that there are many who are still in there, who are continuing with this fast and possibly dying every second that passes by. That is why we are appealing to the national government to send boots on the ground. The child belongs to the family and the community. And here, when they came here, they were tied with ropes
and forced to fast for up to until they pass on. That is a big blow and a big shock to our country. What cruelty. Au total, la police a trouvé plus de 50 corps. Les enquêteurs fouillent la zone et évoquent une possible fosse commune. Le chef de la secte s'appelle Mackenzie Ntenge. Il s'est rendu à la police le 15 avril dernier. Il a été placé en détention. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, rendu possible grâce au concours inestimable de l'équipe technique qui l'a chapeauté ce jour. Merci à vous tous et à vous toutes de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme.